Président, Monsieur le Vice-président chargé des Finances et des Affaires générales, chers collègues, comme notre vice-président Loïc Quatelin le disait lui-même lundi dernier en commission, un peu désabusé, disons-le, nous avons nous aussi la sensation de nous répéter depuis quelques années lorsque nous parlons d'un contexte particulier au moment de nos échanges lors du débat d'orientation budgétaire. Le particulier, en effet, est finalement devenu la norme, du moins pour les départements, principales victimes, disons-le, et c'est clairement écrit dans votre rapport, des décisions nationales mises en œuvre en termes de fiscalité ces dernières années par les différents gouvernements et approuvées par le Parlement. Si on prend un peu de recul, on se demande si finalement on ne procéderait pas ainsi si on voulait les supprimer. À suivre. Le résultat est là. 3 départements sur 10 sont en grande difficulté financière, à l'image de notre voisin des Hauts-de-Flandre, de l'Aisne, qui a voté son budget primitif 2024, faut-il le rappeler, en déséquilibre, situation totalement inédite. Qu'en sera-t-il donc d'ici 2028, pour nous également? Chacun comprendra qu'il est difficile de se donner un cap dans ces conditions. Sur le littoral dunkerquois, on dirait qu'on navigue clairement à vue. Cet exercice formel du rapport d'orientation budgétaire, rituel annuel des finances publiques, force donc de constater que depuis le début des années 2020, il est sérieusement bousculé par des événements de toute nature. Crise du Covid, conséquences de la guerre en Ukraine, inflation, crise des énergies, suppression des leviers fiscaux du département et remplacement par des dotations non dynamiques, participation au déficit public de l'État en aggravation, efforts demandés aux collectivités locales avec cette belle invention récente encore en 2025 du DILICO, dispositif de lissage conjoncturel. J'adore l'expression. Vous contribuez et on vous remboursera a priori pour 2000 collectivités territoriales les plus aisées sur les 36 000, mais aussi, disons-le, souvent les plus industrielles également, qui seront prélevées de 1 milliard d'euros, dont 22% à charge de 50 départements. Ces sommes devant être, en théorie, remboursées sur 3 ans. Fort heureusement, nous sommes, nous, départements du Nord, épargnés, vu notre situation sociale particulièrement difficile. Ce n'est pas le cas pour de nombreuses collectivités du Nord. On peut également ajouter à tout cela, cette année, l'instabilité gouvernementale dont les Français et les collectivités auraient, je crois, préféré faire l'économie. L'incertitude, chacun le sait, je crois, ralentit la croissance économique. C'est connu car cela freine les décisions d'investissement. Si l'objectif du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale à l'issue des élections européennes était de retrouver une majorité plus compatible avec ses aspirations, force est de constater que c'est un échec, ou bien l'objectif était autre. À suivre. Concrètement, le gouvernement de Michel Barnier aura tenu 91 jours avant d'être censuré le 4 décembre, ce qui a repoussé le vote de la loi de finances en février. Nous comprenons parfaitement votre difficulté et celle de l'administration pourtant très mobilisée, que je tiens d'ailleurs à remercier, à vous projeter dans cet exercice imposé pour produire un rapport d'orientation budgétaire 2025 le plus clair finalement et le plus fiable possible au 31 mars, tout de même 3 mois après le début de l'exécution budgétaire. Cependant, nous nous interrogeons sur cette décision de repousser tout de même cette séance de débat qui lui est consacrée. Ce qui ne change pas, hélas, d'un rapport à l'autre, ce sont les difficultés que rencontrent les départements, confrontés, cela a été dit par les différents orateurs, à l'effet de ciseaux entre la baisse ou la stagnation de nos recettes, suivant les années, et la hausse continue de nos dépenses, notamment sociales, actuelles et à venir également avec le vieillissement de notre population. Chacun également a connaissance de cette donnée. Autre tendance lourde, l'asphyxie des départements qui ont perdu toute autonomie financière, qui dépendent désormais principalement des différentes dotations de l'État, qui rencontre lui-même de graves difficultés liées à ses choix, faut-il le rappeler, d'allègements fiscaux de toute nature depuis 8 ans, l'ayant amené ainsi à se priver progressivement
de précieuses recettes courant ensuite lui-même, l'État, à l'emprunt en fonctionnement pour les compenser. Et plus grave encore, plus récemment, nous rendant parfois, nous, collectivités, responsables des déficits publics par la voix de son ex-ministre des Finances publiques, Bruno Le Maire. L'Association des maires de France avait d'ailleurs violemment réagi suite à ces déclarations. Le bilan est là, 3 300 milliards de déficit public cumulé, dont 1 000 milliards en 8 ans supplémentaires, 113% du PIB de la nation et un déficit public annuel record de 6% à fin 2024. Tout cela donc, nous fait constater que pour notre département en 2025, la dotation globale de fonctionnement recule donc encore d'1 800 000 et ne tient pas compte de l'inflation, que les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie augmentent un peu mais sont encore fortement décorrélés des besoins, qu'il est aussi procédé dans la loi de finances 2025 au gel des parts de TVA compensatrices de notre perte de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Juste quelques mots sur cette dernière décision qui illustre bien notre rapport compliqué avec l'État. Comme vous le savez, en 2021, la part de taxe foncière des propriétés bâties qui nous était attribuée a été versée au bloc communal suite à la décision de l'État de supprimer la taxe d'habitation qui a bouleversé tous les équilibres financiers, chacun en convient. Le coût de la suppression de la taxe d'habitation est estimé à 18 milliards par an. Une réforme du mode de calcul de cette taxe d'habitation aurait été franchement beaucoup plus judicieuse. Quant à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, sa disparition actée lors de la loi des finances 2023 nous prive de cette recette. Le coût de cette suppression nationalement est estimé à 15 milliards d'euros. Dans les deux cas, l'État a décidé de nous attribuer à titre de compensatoire une fraction de TVA, en nous indiquant que cette recette dynamique était pour nous une ressource pérenne. Or, non seulement nous avons perdu un outil d'autonomie fiscale, puisque nous avions un pouvoir de taux sur la taxe foncière des propriétés bâties, mais de surcroît, l'État gèle cette compensation en 2025, dont le montant sera égal à celle encaissée en 2024. Vous évaluez la perte à 20 millions d'euros. Une somme très conséquente. Espérons que cette mauvaise pratique ne se reproduise pas et que la dynamique de ces compensations ne prenne pas finalement la même trajectoire que la dotation globale de fonctionnement. Que nous reste-t-il finalement comme recette dynamique ? La taxe spéciale sur les conventions d'assurance avec une prévision de 435,5 millions d'euros au BP 2025, en hausse tout de même de 45,5 millions d'euros, liés à un rappel notamment, ou encore la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques avec une prévision de 355 millions d'euros, soit plus 1 million d'euros. Et puis il y a les fameux droits de mutation à titre onéreux. Ils sont en baisse depuis 2023, après quelques années florissantes. Et nous voyons bien que s'il y a une légère reprise de l'immobilier, nous sommes sans doute revenus à un étiage moyen de cette recette qui ne peut que ponctuellement être exceptionnelle. Certes, à l'automne, Départements de France a porté la revendication de nombreux départements de pouvoir passer le taux de 4,5 à 5% afin de redynamiser cette ressource, et le gouvernement a œuvré dans ce sens. Nous avons donc une délibération à l'ordre du jour qui propose aux élus de notre Assemblée de monter le taux en conséquence au 1er mai, avec une exception très justifiée pour les primo-accédants. Je vous annonce, et ce ne sera pas un scoop, que nous voterons, comme nous l'avons fait en son temps, courageusement, pour ce relèvement du taux qui, en 2025, devrait rapporter 10 millions d'euros de plus, même si, disons-le, c'est encore une mesure qui touchera uniquement celles et ceux qui accèdent, enfin qui réaccèdent, si je puis dire, à la propriété. Ce ne sera pas les primo-accédants. Nous avons appris par votre presse que vous y étiez favorable, Monsieur le Président. Nous nous réjouissons de votre évolution sur ce point. Nécessité fait loi, sans doute, mais convenez que la situation actuelle n'est pas fondamentalement différente de celle que la majorité précédente de Patrick Kanner et que Didier Magny ont rencontrée et affrontée courageusement. Voilà qui dessine des recettes fragiles et peu dynamiques, alors que les besoins vont croissant, eu égard aux compétences prioritaires des départements, d'autant plus que l'on est le premier département de France en matière de population.
Le rapport d'orientation budgétaire ne chiffre pas précisément tous ces besoins, mais quelques-uns permettent de se projeter dans le budget primitif que nous étudierons en avril. Parmi les dépenses obligatoires, toutes ne sont pas conditionnées par nos compétences, mais peuvent venir de décisions de l'État, sans concertation ni beaucoup de compensation. À ce titre, vous chiffrez à 164 millions d'euros ces différentes mesures étatiques supplémentaires, comprenant la revalorisation du RSA, la hausse du point d'indice ou du SMIC, ou encore le Ségur qui bénéficie d'une petite compensation. Comme nous avons déjà pu vous le dire, ces décisions s'imposent à nous depuis très longtemps et si cela semble injuste, elles correspondent tout de même, bien évidemment, à des besoins pour nos agents comme pour les nordistes. Le rapport donne également une prévision chiffrée pour le RSA. Vous budgétez 620 millions d'euros en 2025 contre 621 millions d'euros l'an dernier. À ce sujet, et même si l'organisation du document pourrait être plus précis, on peut y trouver des informations intéressantes comme le nombre mensuel de nouveaux allocataires en 2024, compris, comme il est indiqué, entre 5 000 et 5 500 supplémentaires chaque mois, ce qui nous semble considérable. D'où notre demande de précision que nous renouvelons régulièrement pour mieux comprendre le parcours des allocataires et la pérennité des emplois et des formations qui leur sont proposés. Par ailleurs, le document précise une économie de 61 millions d'euros grâce à la baisse du nombre d'allocataires depuis 2020. Or, si ma mémoire est bonne, lors de la plénière de décembre dernier, vous nous aviez indiqué que le dispositif des maisons Nord Emploi avait un coût de 18 millions d'euros par an. Vous comprendrez aisément que nous avons également besoin d'éléments au regard de ces deux chiffres. Certes, les équipes des maisons Nord Emploi accompagnent avec professionnalisme les nordistes qui ont besoin d'être aidés pour retrouver un travail, mais on peut quand même se poser la question s'il n'y a pas parfois un doublon avec France Travail, anciennement Pôle emploi, sur toutes ces activités. Et si nous menons une mission proprement originale, mais non obligatoire, pourquoi ne sommes-nous pas finalement, là aussi, soutenus par l'État ? Concernant l'enfance et l'autonomie, on a plutôt des éléments de bilan sans projection budgétaire pour l'année en cours. Mais nous savons tous, et j'ai déjà dit, que les besoins vont malheureusement être croissants. Sur cette compétence majeure, nous devons impérativement être au rendez-vous des besoins. C'est vital car il s'agit tout simplement de l'avenir et de la vie future des jeunes nordistes, notre responsabilité première. Le déficit chronique de l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer de 12 millions d'euros de l'EPDSAE nous questionne, par exemple. Nous aurons donc l'occasion de nous plonger lors de l'étude du budget primitif fin avril. Les éléments de bilan que vous nous donnez, les chiffres d'une hausse de dépenses depuis 2021, ne nous font pas oublier que l'enfance est toujours en crise. Constat d'ailleurs fait par de nombreux professionnels du secteur. Une crise qui n'est pas nouvelle, puisque la situation de 2018 nous avait déjà poussé à demander une mission d'information et d'évaluation et milieu sur la protection de l'enfance. À l'époque, on ne peut pas dire que c'était le Covid qui faisait bondir les demandes de protection, mais plus sûrement un plan d'économie qui avait été décidé, fondé sur la diminution du nombre de places d'accueil. Nous continuons à être en opposition avec cette vision de dire que ces 700 places n'ont pas été supprimées, mais transformées. Si c'était le cas, nous aurions fait plus de prévention et nous aurions eu en conséquence moins de demandes de placement dans les années qui ont suivi. Au sujet de l'autonomie, nous souhaitons souligner l'effort supplémentaire fait quant à la revalorisation au 1er janvier 2025 de l'heure des services d'aide à domicile à hauteur de 24,58 € de l'heure contre 23,5 € de l'heure au 1er janvier 2024 pour les prestations d'APA et de PCH. Nous savons bien sûr que nous avons encore des marges de progrès en l'espèce et que l'enjeu en la matière est énorme, à la fois pour les personnes âgées en situation de handicap qui souhaitent rester chez elles, comme pour les personnels de services d'aide à domicile qui font un travail essentiel, difficile et insuffisamment rémunéré. Nous avons d'ailleurs beaucoup de mal à recruter dans ces domaines. D'autres dépenses de fonctionnement chiffrées, cette fois-ci, apparaissent également dans votre document. Je ne les passerai pas toutes en revue, mais j'en pointerai deux. Le développement territorial et le cadre de vie, dont le budget passe de 12,8 millions en 24 à 13,7 millions en 25. Nous aimerions avoir des explications sur cette hausse de 900 000 €, plus 7%. La culture, où le budget baisse de 13,7 millions d'euros en 2024 à 12,5 millions d'euros, moins 8,75%, soit moins 800 000 € en prévision 2025. Malheureusement, pour cette dernière, c'est une baisse de plus, disons-le.
On voit ce budget s'étioler d'année en année et cela nous inquiète, que nous pouvons le dire régulièrement. En janvier, nous apprenions par la presse que 2 médiathèques départementales étaient menacées. Vous avez affirmé depuis, Monsieur le Président, et c'est tant mieux, c'était donc une rumeur infondée. Et dans le même temps, vous êtes aussi revenu sur une baisse de subventions pour la prévention spécialisée, ce qui est une bonne chose pour les salariés inquiets rencontrés à Dunkerque. Cependant, nous sommes inquiets pour le secteur de la culture, à la fois pour le secteur associatif, qui souffre déjà beaucoup de l'inflation et des coûts de l'énergie, que pour les établissements départementaux. Certes, la modernisation du Forum des sciences est lancée, le musée Matisse a réouvert à l'automne, c'est une très bonne chose, après des travaux conséquents, mais qu'en est-il de la programmation d'expositions dans nos musées départementaux ou à la Villa Marguerite Yourcenar? Nous serons donc attentifs à la présentation du budget culture lors du BP 2025. Concernant l'investissement, le rapport donne également une projection chiffrée en forte baisse, puisque nous passons d'une prévision de 336,4 millions d'euros au BP 2024 à 265 millions d'euros au BP 2025, moins 21%, moins 71,4 millions d'euros. Vous nous y aviez préparé dès décembre lors de la présentation des appels à projets ADVB PTS en indiquant que le nombre de dossiers déposés avant les élections municipales qui auront lieu en mars prochain est toujours moins important. Cela peut s'entendre en effet. Bon, il peut y avoir un débat sur cet argument. Pour la voirie, nous passons de 89,4 millions d'euros BP 24 à 73 millions d'euros en 25, moins 18,3%. Et nous aimerions savoir si cela procède de la même logique que pour les ADVB PTS, un an avant les élections municipales, ou si d'autres considérations prévalent, comme des retards ou des reports de chantier. Forcément, ce montant d'investissement en forte baisse est la conséquence de la dégradation de notre épargne, qui oblige à faire une reprise sur provision de 65 millions d'euros pour équilibrer le budget, qui, c'est vrai, est la bienvenue. On a également compris lors des échanges en commission que le recours à l'emprunt était aussi envisagé fortement. Concernant notre capacité de désendettement, si le chiffre n'apparaît pas dans le rapport, notre vice-président en finances nous avait précisé qu'elle pourrait être de 17 années, alors qu'elle était de 6,6 années en 2024, si ma mémoire est bonne. La différence est tout de même significative. Nous aimerions avoir quelques précisions sur le sujet. Il faudrait donc bénéficier de conditions exceptionnelles pour emprunter. Or, le document l'indique, les partenaires financiers sont frileux et nous nous demandons si en débattant si tard et en votant notre budget tardivement, notre département ne sera pas d'autant plus pénalisé. Vous avez priorisé à un certain moment le désendettement de la collectivité, c'était un choix en début de mandat, à un moment où tout de même l'argent, le taux d'intérêt était peu cher, disons-le. Aujourd'hui, cette évolution est quand même significative. Nous avons toujours contesté d'ailleurs cette stratégie. Pour conclure, nous partageons évidemment votre exaspération collective face à l'État, désormais clairement affirmée, réaffirmée dans vos documents à plusieurs reprises, qui compte toujours plus sur les départements pour être le bouclier social de notre collectivité, sans nous donner rationnellement tous les moyens et même les leviers pour mener à bien notre mission. Avec 2 ministres venus du Nord et issus de vos rangs, vous êtes, Monsieur le Président, c'est vrai, en situation idéale pour porter la voix des départements et du plus important département de France, le Nord. Merci de nous tenir informés des arbitrages encore en cours et des résultats obtenus. Nous avons suivi avec attention vos interventions sur la recherche d'une juste compensation de l'État envers notre département à hauteur de 50% sur le sujet des aides sociales. Nous prenons donc acte de ce rapport et attendons le budget primitif 2025 qui chiffrera précisément l'ensemble des politiques départementales pour nous prononcer en toute connaissance de cause. Je vous remercie de votre attention.